Bonjour à tous, merci d'avoir répondu nombreux à notre invitation. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous présenter, il est encore temps, tous nos vœux au nom de toute l'équipe d'Elenéo. Et sans plus tarder, on va commencer donc c'est la première séance de l'année, qui va être consacrée à l'analyse du développement, de l'impact, du développement des énergies renouvelables sur les prix de marché. Avant de commencer l'exposé lui-même, je voudrais juste rappeler la formule. Elenéo Academy, c'est donc une conférence par mois en accès libre. L'objectif, c'est de partager avec les participants de la connaissance et des expériences sur l'énergie et la transition énergétique. Alors, la cible, encore une fois, l'accès est libre, mais on cible peut-être plus spécifiquement les gens qui travaillent dans de grandes organisations consommatrices d'énergie, chez des producteurs d'énergie et chez des fournisseurs. Et le défi pour nous, c'est de trouver de bons sujets et puis d'essayer de trouver un bon compromis entre clarté et technicité. Allez, on y va. Pourquoi ce sujet? Deux raisons. D'abord parce que, alors on le savait, mais le développement des énergies renouvelables modifie en profondeur la dynamique de formation des prix de marché de l'électricité. Et ensuite, l'accroissement de la volatilité des prix d'une part et la multiplication des prix négatifs sont un sujet de préoccupation pour l'ensemble des acteurs du marché, producteurs, fournisseurs, consommateurs. On va commencer, si vous le voulez bien, par regarder ce qu'a été la moyenne annuelle des prix spot, des prix horaires de l'électricité sur le marché spot dans 4 pays d'Europe, la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, sur une période qui va de 2018 à 2024. Et quand on regarde ces courbes, on a envie de faire deux constatations. La première, c'est que le profil des 4 courbes se ressemble. Les prix commencent par baisser, puis ils augmentent, puis ils baissent à nouveau, et ce, dans les 4 pays. Et puis, la deuxième constatation, c'est qu'on a envie de couper, de séparer cette période en 3 sous-périodes, 2018-2019, qui sont les 2 années d'avant-crise, et j'ai envie de mettre le mot crise au pluriel, la période 2020, 2021, 2022, 2023, qui est une période de crise, avec la crise sanitaire en 2020, la crise énergétique en 21, 22, 23, et une période 2024, qui est la période d'après-crise. Et ce qu'on constate, c'est quoi? C'est que même si les prix en 2024 sont un peu plus élevés que ce qu'ils étaient en 2018, et ce dans l'ensemble des pays, ils ne sont pas sensiblement plus élevés. En tout cas, ils sont beaucoup plus bas que ceux qui prévalaient en 21, 22 et 23. Et il y a donc, s'agissant de la moyenne, une sorte de retour à la normale. On va regarder maintenant un deuxième indicateur qui concerne la volatilité des prix horaires du marché et de l'électricité. Alors, l'indicateur, c'est quoi? C'est l'écart type annuel de la chronique des prix divisé par la moyenne annuelle. L'écart type, c'est usuellement l'indicateur utilisé pour mesurer la volatilité. On divise par la moyenne annuelle pour ne pas être gêné par le fait que, comme on l'a vu, la moyenne a varié significativement d'une année sur l'autre. Là, on peut également faire 2 constatations. La première, c'est que le profil de la courbe est à peu près le même en France, en Allemagne et en Espagne. En revanche, il est assez différent en Italie. Donc, on n'a pas un groupe homogène, mais 2 groupes. Et deuxièmement, si on regarde la volatilité des prix en 2024, on constate qu'elle est beaucoup plus élevée que ce qu'elle était en 2018 et 2019, en France, en Allemagne et en Espagne. On peut même aller plus loin. En Allemagne et en Espagne, elle est y compris plus élevée qu'en 2021. Et puis, l'Italie, qui est le pays du deuxième groupe, là, la situation est différente. La volatilité des prix en 2024, elle est à peu près à son niveau de 2018 et de 2019. Donc, le phénomène de retour à la normale qu'on constatait en regardant la moyenne, on ne le constate pas quand on regarde la volatilité des prix. Il y a un deuxième indicateur qu'on a envie de suivre, c'est le nombre d'heures de prix négatifs en 2024. Et là, on retrouve à nouveau nos 2 groupes, c'est-à-dire le groupe France, Allemagne, Espagne, où le nombre d'heures avec des prix spot négatifs est très élevé. C'est très clair en France, c'est très clair en Espagne, c'est également évident en Allemagne, même si on a eu en 2023
un nombre d'heures avec des prix négatifs non négligeables. Vous voyez qu'en Italie, la situation est très différente. Alors attention, hein, ce sont des centaines d'heures en ordonnée en France, en Allemagne et en Espagne, alors que là, on compte des heures. Donc le nombre d'heures à prix négatif en Italie en 2024, c'est 1. Et c'est le même que celui qu'on constatait en 2018 et en 2019. On a envie de faire le lien entre les deux, c'est-à-dire qu'on a envie de dire que c'est la multiplication du nombre d'heures avec des prix négatifs qui fait augmenter la volatilité des prix. En toute rigueur, la volatilité des prix, elle pourrait être liée à d'autres phénomènes. Elle pourrait, par exemple, la volatilité des prix de l'électricité, elle pourrait refléter la volatilité des prix du gaz. Mais si c'était le cas, alors on aurait en Italie une volatilité des prix élevée en 2024, ce qui n'est pas le cas. On pourrait estimer que la volatilité trouve son origine dans la thermosensibilité de la demande, et on voit que ce n'est pas le cas non plus, parce que la France est un pays où la demande d'électricité est très thermosensible, mais ce n'est pas le cas des 3 autres pays. Donc, même si la démonstration que je fais devant vous est imparfaite, pour vraiment démontrer les choses, il faudrait faire des calculs un petit peu plus compliqués. Encore une fois, on voit que les deux phénomènes, augmentation du nombre de prix négatifs et volatilité des prix de l'électricité, ont partie liée. On va regarder maintenant, si vous en êtes d'accord, des chroniques de prix, alors en Espagne et en Allemagne. Ce que je présente ici, ce sont les prix à la mi-juillet en Espagne, sur la période 2018-2024. Alors, j'ai omis l'année 2020, parce que c'était plus simple de présenter 6 chroniques que 7. Par ailleurs, 2020 est une année un peu particulière avec la crise sanitaire. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a, en 18, en 19 et en 20, une courbe de prix très plate. Ça veut dire que les prix sont peu différenciés en Espagne au mois de juillet. Il y a un petit trou là, autour de 3 heures du matin en 2018, mais on sera d'accord pour dire que c'est pas grand-chose. Alors, en 2021, ça commence un peu à bouger, mais ça reste pas significatif. Parenthèse, j'ai oublié de le dire, on a normé tous les prix pour que, en moyenne, sur la journée, les prix soient à 100 euros, de manière à pouvoir comparer plus facilement les différentes années. On voit qu'en fait, les choses commencent à se déformer en 2022 et surtout en 2023, mais que finalement, l'année 2024 est singulière. D'accord? Parce que là, on a effectivement une différenciation des prix dans la journée qui est très conséquente, avec des prix dans l'après-midi, vers 16 heures, qui sont plus de 3 fois inférieurs aux prix qu'on constate dans la nuit. Donc, il y a une évolution, elle est notable, et troisièmement, elle est récente. On va regarder une deuxième courbe de prix. On a été voir en Allemagne, on a voulu comparer en Allemagne une journée sans vent et une journée avec du vent. Alors la journée du 10 novembre 2024, c'est une journée où la production éolienne a été très faible, 64 gigawattheures, elle n'a couvert que 5,6% de la consommation d'électricité du pays. À l'inverse, le 24 novembre, on a les éoliennes, le parc éolien a produit 1 TWh d'électricité, 1000 gigawattheures, couvrant plus de 80% de la demande d'électricité. Et vous voyez que l'effet sur les prix, il est dirimant. C'est-à-dire que le 10 novembre, quand on a peu de vent, on n'a pas de prix inférieur à 100 euros, avec un pic de prix aux alentours de 18 heures, qui est à 150 euros par mégawattheure. À l'inverse, si je regarde les prix durant la journée du 24 novembre, les prix sont quasiment nuls. Il y a effectivement ce phénomène de pic de prix vers 18 heures, mais qui est très atténué, puisque au plus haut, les prix restent inférieurs à 20 euros par mégawattheure. Donc, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est que les énergies renouvelables, elles participent encore une fois, l'augmentation de la volatilité des prix dans des proportions qui sont quand même assez importantes, encore une fois, entre 100 et 140 euros par mégawattheure un jour de novembre, entre 0 et 20 euros par mégawattheure au cours du même mois de novembre quand on n'a pas de vent. Alors, cette situation, pardon, il y a un slide que j'ai oublié. Dernier élément que je voulais vous présenter, on a représenté ici ce qu'on appelle une monotone de prix. Donc, on a pris l'ensemble des prix négatifs en France pendant l'année 2024. On les a classés par niveau croissant. Donc, là, vous avez les prix les plus bas constatés, entre 80 et 90 euros par mégawattheure, enfin, moins 80, moins 90. Et puis là, au bout de
361e heure, on a un prix négatif, mais qui est très proche de zéro. Si on regarde ce que ces prix négatifs ont comme conséquence sur le revenu d'une installation de production d'électricité d'une puissance d'1 mégawatt, donc on fait la somme en fait des prix négatifs, voilà, cette installation d'1 mégawatt, elle aurait perdu du fait des prix négatifs, 3675 heures. Imaginons que la centrale en question soit une centrale solaire, que cette centrale solaire, elle tourne 1000 heures par an à puissance maximum, donc son chiffre, et qu'elle vende son électricité, par exemple, à 60 euros. À ce moment-là, son chiffre d'affaires, c'est 60 fois 1000, c'est 60 000 euros. Et donc, son manque à gagner, 3675 rapporté à 60 000 euros, c'est, si je ne me trompe pas, 6%. Vous voyez que la baisse de chiffre d'affaires, quand même significative, et la baisse de résultats comptables, d'excédent brut d'exploitation, on l'appelle comme on veut, est encore plus lourde. Donc, dès 2024, le phénomène des prix négatifs, il a un impact économique sur certains acteurs qui est très important. Alors, l'explication derrière ça, c'est quoi? L'explication, c'est la suivante. Pour comprendre l'impact que le développement des énergies renouvelables a sur les prix spot, à la fois en niveau et en structure, on a recours à un concept qu'on appelle en anglais merit order effect, l'effet de merit order. En français, on parle d'ordre de préséance économique, mais je trouve que c'est pas si clair que ça. De quoi s'agit-il? Vous avez une courbe là à droite, qui est une pente décroissante, une courbe en pointillé en rouge, qui est la demande d'électricité. Dans ce schéma, en abscisse, on a des mégawattheures, puis en ordonnée, on a des euros par mégawattheure. Pour satisfaire cette demande, et donc c'est un système électrique fictif, où au départ, j'ai de l'hydraulique, du nucléaire, du charbon, du gaz et du fioul. Pour satisfaire cette demande, je vais utiliser l'hydraulique, mais c'est pas suffisant. Utiliser le nucléaire, mais c'est pas suffisant. Allumer des centrales charbon, mais c'est pas suffisant. Et finalement, je vais avoir besoin d'une partie de mes centrales gaz pour, encore une fois, atteindre le niveau de demande qui est adressé par les consommateurs. Et le prix de l'électricité, le prix de marché de l'électricité, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le coût marginal des centrales à gaz, le coût de combustible, y compris le coût du CO2 des centrales à gaz, qui est symbolisé par ce point rouge ici. Imaginons maintenant que dans ce système électrique fictif, je développe et j'introduise des énergies, des centrales solaires et éoliennes. D'accord ? J'installe dans ce système un paquet de centrales éoliennes et photovoltaïques, symbolisé par cette droite, ce segment de droite horizontal. Je vais appeler demande résiduelle la demande de laquelle je soustrais la production de mes centrales solaires et photovoltaïques. Et je constate quoi? Je constate que pour satisfaire cette demande résiduelle, j'ai plus besoin du gaz, j'ai plus besoin du charbon, je n'ai besoin que de l'hydraulique et d'une partie de mon parc nucléaire. Et à ce moment-là, le prix de marché, c'est quoi? C'est le coût proportionnel du nucléaire, le coût marginal des centrales nucléaires, qui est inférieur, on le sait, au coût marginal des centrales à gaz. Donc, premier résultat, le développement du renouvelable, solaire et éolien, dont le coût marginal est nul, il a pour effet de réduire le prix de marché en permettant au système de se passer des centrales à gaz et à charbon dont le coût proportionnel est élevé. Maintenant, imaginez que la production de ce parc renouvelable soit aléatoire. Alors, ça va faire quoi sur le schéma? Si la nuit, si j'ai pas de vent, en fait, ma demande résiduelle, elle va se déplacer et elle va revenir au niveau de la demande tout court. Et donc, le prix du système qui était le coût marginal du nucléaire, il va remonter au niveau du coût marginal du parc des centrales à gaz. Et puis, si je suis dans une situation intermédiaire, quelque part ici, à ce moment-là, le prix de marché, ce sera le coût marginal des centrales charbon, donc un prix qui est intermédiaire entre le coût marginal du nucléaire et le coût marginal du gaz.
Et si je m'amuse à faire osciller la demande résiduelle comme ça en permanence, je vois bien que je vais avoir des prix qui vont passer leur temps à changer, et qui vont donc évoluer entre eux, encore une fois, le coût marginal du nucléaire, le coût marginal des centrales à gaz. Et donc, vous voyez que ce modèle qui est finalement assez simple, il me permet de comprendre, un, pourquoi les prix en moyenne baissent, et deux, pourquoi les prix sont plus volatiles. Alors, cette situation, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'elle n'est pas forcément très heureuse. Elle n'est pas très heureuse, pourquoi? D'abord parce que pour les producteurs, alors, il y a un effet d'aubaine pour les consommateurs, on le comprend bien. Si les prix spot baissent, pour les consommateurs, c'est tout bénéfice. La question, c'est de savoir si ce bénéfice, il est durable. Et je pense qu'on est d'accord pour dire que si la moitié du temps, les prix étaient négatifs ou nuls, et qu'en moyenne, ils étaient de l'ordre de 5 à 10 euros par mégawattheure, on mettrait en faillite la quasi-totalité, voire la totalité des producteurs. Et donc, l'effet d'aubaine disparaîtrait avec les producteurs eux-mêmes. Donc, on est dans une situation qui est compliquée. S'agissant de la volatilité, c'est moins grave, ça se gère, mais quand même, quand il y a beaucoup de volatilité, les acteurs, qu'ils soient producteurs ou consommateurs, ont du mal à prendre des décisions. Donc, beaucoup de volatilité, ça veut dire moins d'investissement en production et ça veut dire moins de construction d'usines en France. D'accord? Si je ne connais pas avec certitude le prix auquel je peux acheter de l'électricité, je vais sans doute pas avoir envie de construire en France une aciérie, une usine de batterie ou une cimenterie. Donc, encore une fois, ces deux effets, on a envie de les atténuer. Et la question qui se pose, c'est de quels outils dispose-t-on pour atténuer les effets dont je viens de parler? Alors, il y a deux catégories de réponses. Il y a une première réponse qui est une réponse d'ordre réglementaire. D'accord? Ce qu'on peut faire, c'est changer ce qu'on appelle le design de marché, changer les règles du jeu. Et puis, il y a une deuxième réponse, qui est plutôt une réponse technologique, qui est de dire, il y a un instrument qui permettrait à la fois d'éviter d'avoir des prix négatifs à certains moments et qui permettrait de réduire par ailleurs la volatilité des prix, ce sont les batteries. Donc ça, c'est une réponse technologique parce que la batterie, c'est un objet technologique et son développement permettra, je pense qu'il ne faut pas dire les choses au conditionnel, d'atténuer les phénomènes dont on parle. Je reviens en arrière et je vais essayer d'expliciter ce que j'entends par changement de design de marché. Alors, soyons, pour être tout à fait clair, là, Eleneo, alors on a une préférence, mais on ne la dévoilera pas là. Donc, je présente des évolutions réglementaires possibles, sans pour autant vouloir ici me prononcer sur le fait de savoir si ces changements réglementaires sont bons ou mauvais. Une première famille de réponses qui consiste à dire, si on veut réduire le nombre d'heures avec des prix négatifs, il faut sans doute diminuer les tarifs d'achat, parce que si on diminue les tarifs d'achat, il y aura moins d'investissement, notamment dans les petites centrales photovoltaïques. Et puis deux, il faut sans doute obliger les producteurs à réduire leur production quand les prix sont négatifs. Donc on comprend bien la logique, mais j'ai juste envie de faire remarquer que cette famille de solutions, elle a quand même comme conséquence de conduire à une diminution de la production d'électricité renouvelable. Et c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. On est plutôt aujourd'hui dans une époque où on cherche à accroître la part des énergies renouvelables dans le mix. La deuxième famille de solutions, ça consiste à réduire l'exposition au marché spot. D'accord, des prix spot très bas, on comprend bien qu'à un moment, ça peut financièrement mettre en péril les producteurs d'électricité. Donc, si on veut éviter que la baisse des prix spot n'impacte négativement le revenu des producteurs, on a un instrument qu'il faut développer. Ce sont, vous en avez sans doute entendu parler, les fameux contrats pour différence. Je vais prendre un exemple. Imaginons qu'en France, ce sont généralement les États ou des administrations sous le contrôle des États qui signent avec les producteurs ces fameux contrats pour différence. Imaginons qu'en France, l'État signe un contrat pour différence avec un producteur d'énergie renouvelable à un prix de 60 euros. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne de la manière suivante. Si le prix spot,
Donc le producteur, lui, il vend son électricité sur le marché spot. Si le prix spot est supérieur à 60 €, alors le producteur va rembourser à l'État la différence entre le prix spot et 60 €. Et à l'inverse, si le prix spot est inférieur à 60 €, alors l'État va verser au producteur la différence entre 60 € et le prix spot. Et ce faisant, l'État immunise le producteur contre la volatilité ou le niveau insuffisant des prix spot. Bien sûr, un mécanisme comme ça, il peut avoir un coût. C'est-à-dire que si en moyenne les prix spot sont à 20 €, alors ça veut dire que l'État va en permanence verser 40 € au producteur. Et ces 40 €, il faut qu'il finance ce montant, il faut qu'il trouve quelqu'un qui, in fine, va payer les 40 €. Ça peut être le contribuable, ou ça peut être, bien sûr, et c'est à lui qu'on pense, malheureusement, le consommateur d'électricité. Donc, vous voyez bien le type de débat que la mise en œuvre généralisée de contrats pour différence peut peser dans un pays comme la France, ou dans d'autres pays d'ailleurs. Il y a une troisième famille de solutions, alors qui est plus complexe, donc je ne peux pas rentrer dans le détail, je vais essayer d'aller assez vite, c'est de développer la flexibilité. En fait, ce qu'on reproche aux énergies renouvelables intermittentes, c'est qu'elles ne sont pas pilotables. On peut les piloter à condition de les mettre en berne. Ce n'est pas forcément l'idée. Donc, ce dont on a besoin, si la part de marché des énergies renouvelables se développe, c'est d'avoir dans le système des acteurs capables d'offrir de la flexibilité au dit système. La flexibilité, ce sera quoi? Ce sera par exemple des producteurs qui accepteront de produire moins quand il y a trop d'énergie dans le système ou de produire plus quand il en manque. Et à l'inverse, pour l'instant je laisse les batteries de côté, la flexibilité, ce sont des consommateurs qui acceptent de consommer plus quand il y a trop d'énergie dans le système et de consommer moins quand il n'y en a pas assez. Et la famille de solutions réglementaires auxquelles je fais allusion, c'est quoi? C'est des mécanismes de marché qui viendront rémunérer les services de flexibilité procurés au système par les producteurs d'une part, les consommateurs de l'autre, pour accommoder, comme on dit en mauvais franglais, le développement des énergies renouvelables. Avant de passer aux batteries, parce que le temps tourne, vous voyez bien que la philosophie sous-jacente à ces trois familles de réglementation n'est pas du tout la même. On a le développement de la flexibilité, c'est plutôt développer des marchés nouveaux pour permettre aux acteurs d'innover et d'offrir cette fameuse flexibilité au système. Les deux familles, les contrats pour différence sont au fond des tarifs que l'on met en place, de nouveaux tarifs. Le terme contrat pour différence est compliqué, mais derrière, au fond, c'est une sorte de tarif d'achat. Et puis, la famille des solutions en haut du slide, on est dans des choses qui relèvent un peu de ce qu'on appelle le command and control, c'est-à-dire moi, l'État, ou moi, la Commission de régulation de l'énergie, j'ordonne aux gens de se comporter, de produire, par exemple, quand les prix sont négatifs. La diminution des tarifs d'achat, c'est une fausse solution, une solution qui est envisagée, mais c'est une solution qui conduirait en fait à réduire significativement les investissements dans le renouvelable. On termine par les batteries. Alors les batteries, c'est un sujet qu'on traitera en tant que tel, parce que c'est un sujet compliqué. L'économie des batteries est complexe. Une batterie, ça peut permettre de faire plein de choses. Là, je me concentre sur un usage qui est peut-être le plus simple à comprendre. J'installe une batterie. Cette batterie, elle se charge en achetant, entre guillemets, de l'électricité quand les prix sont faibles. Elle se décharge en vendant cette électricité quand les prix sont élevés. Donc, si on généralisait le déploiement de batteries, on comprend bien qu'on pourrait, in fine, aplatir complètement la courbe de prix. Ce qu'on sait des batteries, c'est quoi? Alors, et là, je parle, c'est pas les batteries pour véhicules, on parle de batteries stationnaires, donc de batteries qui ont des puissances qui vont du mégawatt à 100 ou 200 mégawatts. Donc, ce sont des installations de grande taille.
Ce qu'on sait, c'est quoi? C'est que le coût, en fait, donc des batteries, stockage stationnaire, il a baissé significativement au cours des dernières années. Et ce que l'on pressent, c'est que le coût des batteries, alors, on peut l'exprimer en euros par kilowatt ou en euros par kilowattheure, peu importe, je ne rentre pas dans le détail. Ce qu'on pressent, c'est que le coût des batteries va baisser à nouveau de manière significative entre 2025 et 2030. Il pourrait pas y avoir, par ailleurs, y avoir des ruptures technologiques et on pourrait assister à des baisses de coûts plus importantes. Aujourd'hui, il y a des cas d'usage, il y a des business cases qui fonctionnent, y compris en France, mais voilà, on n'en est qu'au début de l'aventure. Le cas d'usage le plus fréquent, c'est d'accoler en fait une batterie pour essayer de lisser la production d'un parc photovoltaïque. Généralement, ce que l'on fait, c'est voilà, installer une batterie qui va représenter 50% de la puissance installée du parc et qui va avoir une capacité de stockage de 2 heures. On peut aller à 4 heures, aller au-delà, ça devient très cher. Et puis cette batterie, voilà, on fait ce qu'on appelle le cycle, c'est quoi? C'est charge-décharge, donc on fait 1 à 2 cycles par jour. Donc 1 à 2 cycles par jour, disons 2 cycles par jour quand la batterie peut stocker 2 heures d'électricité, ça fait 4 heures. Donc on voit qu'on passe pas la nuit. On peut atténuer la courbe de charge, on peut lisser, on peut avoir un impact à la fois sur la volatilité des prix et sur le niveau de ceux-ci, mais on ne va pas jusqu'à permettre de transférer la production pendant la journée sur la nuit qui suit. Voilà, je vais en rester là. J'ai parlé longtemps. Il y a du temps pour des questions. Alors, je vais essayer de les attraper. Alors, effectivement, quelqu'un dit dans la famille de solutions market design, une autre solution serait de ne plus fonder le prix de marché sur le coût marginal de production, mais sur un coût moyen, par exemple. Alors, oui, vous avez parfaitement raison. Alors, quelque part, le contrat pour différence, c'est un peu ça. D'accord? Si je généralise des contrats pour différence, vous voyez que je vais payer au producteur un prix fixe à 60 €, et donc je vais m'éloigner de la tarification au prix marginal. Alors, quelles sont vos sources concernant les coûts de stockage? Alors, elles sont multiples. Elles sont multiples. Ce sont des coûts, alors il y a des éléments qui sont publics, qui sont des éléments qui sont publiés par de grandes organisations internationales comme l'Agence internationale de l'énergie. Sinon, nous, on est en contact avec des entreprises qui développent en fait des batteries ou qui les fabriquent. Donc voilà, on a des sources privées et des sources publiques. Nous portons une proposition de donner aux acteurs économiques la possibilité de signer des CFD aux collectivités. Nous cherchons un moyen de faire remonter cette proposition. Mais écoutez, on peut en parler. L'outil CFD, il existe, puisque la Commission européenne l'a créé l'année dernière, même l'année d'avant, enfin, c'est fin 2023. Donc voilà, aujourd'hui, il faudrait, c'est au niveau de l'État français, au niveau du gouvernement que ça se joue, de l'administration, mais c'est un instrument, alors qui est pas forcément que l'État n'a pas forcément envie d'utiliser pour remplacer l'ARENH, mais je pense que l'administration est ouverte au développement des CFD dans d'autres domaines. Elle le fait d'ailleurs, enfin les appels d'offres creux, ce sont des CFD. Est-ce que la volatilité n'est pas surestimée par rapport à la proportion réelle de NR? La croissance du PV est-elle si importante? Alors, c'est une bonne question. On pourrait, enfin, les calculs, on les a faits, on pourrait présenter des calculs plus précis. Encore une fois, la volatilité, je l'ai dit, elle est multifactorielle, c'est-à-dire que y a plein de facteurs qui participent à la volatilité des prix. Dans un monde sans ENR, si vous avez une demande qui est très thermosensible, parce que vous avez beaucoup de chauffage électrique et que l'année est très contrastée sur le plan des températures, vous aurez une volatilité des prix sans avoir de NR. Donc, ce qu'on pense, c'est que, et par ailleurs, dans le cas de la France, c'est la conjonction du nucléaire et des ENR
qui crée de la volatilité. Donc, je suis complètement d'accord avec vous. Hein. On a un discours qui est un peu simplificateur. Ce qui est clair, c'est que les ENR participent à l'accroissement de la volatilité. Et toutes choses égales par ailleurs ont tendance à faire baisser les prix, mais elles ne sont pas seules responsables de ce qui se passe. Alors, il y a quelqu'un qui me dit « je n'ai pas de son ». Là, je suis désolé, mais je vois pas, je ne sais pas ce que je peux augmenter le son. Je ne sais pas ce que je peux faire, malheureusement, pour vous, Laetitia. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que dans ce contexte, est-ce que signer un PPA a du sens? Il reste encore 1 minute. Question compliquée. Alors, y répondre en 1 minute, c'est pas possible. 3 choses. D'abord, et c'est le sens de certaines questions, l'accès des consommateurs à des prix spot très bas dépend du cadre réglementaire. Ce cadre réglementaire, il pourrait changer. Et donc, l'effet d'aubaine, il n'est pas acquis dans la durée. 2, quand on signe des PPA, effectivement, on cherche un coût d'approvisionnement stable, mais on cherche un coût d'approvisionnement stable dans la durée, et donc on ne peut pas fonder un investissement sur 15 à 20 ans en ne regardant que la situation actuelle. Et puis point 3, il y a des PPA qui, par exemple, obligent le producteur à ne pas produire quand il y a des prix négatifs. Donc, il y a des moyens d'atténuation, en fait, de la dimension prix négatif, y compris dans les contrats. Voilà, écoutez, 16h31, je vous libère. Merci à vous tous. Il y a plein de questions et il y a plein de sujets qu'on n'a pas traités, on le sait bien. Ça nous incitera effectivement sans doute à poursuivre la discussion dans le cadre d'une prochaine séance. Merci à tous. Bonne fin d'après-midi.